Bismillah, chers élèves du deuxième bac, filière sciences physiques, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la couche d'ozone est-elle détruite en partie par des polluants qui affectent l'air et l'atmosphère de notre Terre. Voilà, pour cela, je vais vous présenter l'exercice d'examen de baccalauréat qui est le suivant. Cet exercice nous propose les données suivantes. L'ozone, comme vous le savez, le O3, est présent dans l'atmosphère terrestre en quantité limitée. C'est-à-dire que sa quantité elle est assez limitée. Cette molécule joue un rôle essentiel, bien qu'il est limité. Il joue un rôle essentiel. Qu'est-ce qu'il a comme rôle? C'est comme un filtre qui nous protège des rayons solaires, surtout les ultraviolets. Ces ultraviolets, vous devez le savoir, ils ont un effet néfaste. Ils sont nocifs pour les êtres vivants. Dès 1980, une baisse de la quantité totale d'ozone a été observée, ce qu'on nomme trou d'ozone. Trou d'ozone, c'est-à-dire une baisse de la quantité totale de l'ozone, surtout au-dessus de l'Antarctique. Pour mettre en évidence les causes à l'origine de cette baisse, voilà, donc notre objectif de cet exercice, c'est de mettre en évidence les causes de cette baisse d'ozone, surtout en Antarctique. L'origine de cette baisse, on propose les titres des données suivants. Le document numéro 1. Document numéro 1 est le suivant. Document numéro 1. Il nous montre quoi? La réaction de formation, c'est-à-dire de régénération de l'ozone, et la réaction de destruction d'ozone. On a une sorte de balance d'équilibre entre l'ozone détruit et l'ozone formé ou bien néoformé dans cette atmosphère. Voilà, il montre une représentation des réactions de production. Les réactions de production, pardon, là je devais les colorer de la même façon. Réaction de production, et là c'est la réaction de formation, c'est la même chose. Et on aura aussi la destruction de l'ozone, c'est la réaction inverse qui a pour, voilà, on a les réactifs et les produits qui a pour produit la transformation de l'ozone en oxygène. Il présente la destruction verticale. Ce mot vertical, c'est-à-dire en fonction de la hauteur. On va le montrer sur le document suivant. La hauteur de l'ozone dans la stratosphère. La localisation de l'ozone, c'est dans la deuxième couche qui couvre notre Terre. Après la troposphère, il y a la stratosphère qui est figure A. Figure A est la variation de la pression atmosphérique, figure B. Donc on a figure A, c'est la distribution verticale d'ozone, et la figure B, c'est la variation de la pression atmosphérique et sa relation avec les réactions de destruction ou bien de fabrication de cette ozone qui nous entoure et qui permet
notre protection des ultraviolets qui sont nocifs pour notre santé. Voilà le document numéro 2 qui nous présente soit la figure A, qui est la concentration de l'ozone en fonction de l'altitude, c'est-à-dire en fonction de la hauteur, et la pression atmosphérique et son rôle et sa variation aussi avec le même facteur qui est l'altitude. On peut partir par la question numéro 1 ou bien la question numéro 1. La question en exploitant le document 1 et 2, petit a, on a le petit a, décrivez une description de la distribution verticale de l'ozone dans la stratosphère. La distribution verticale de l'ozone dans la stratosphère. Voilà, en utilisant le document figure A. Figure A, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre la position de la couche qui nous entoure en premier, qui est la troposphère, suivie de la deuxième couche, qui est la stratosphère. La stratosphère, on vous donne les limites entre 12 et 50 km d'altitude. C'est pourquoi on vous propose la variation de l'ozone par rapport à la hauteur verticale. Vous aurez à savoir là une partie qui est croissante et une partie là qui est décroissante de la quantité d'ozone. Là, à une altitude faible, plus qu'on monte dans l'atmosphère, depuis le 12 km jusqu'à à peu près 35 km, cette ozone augmentera en quantité alors qu'après une hauteur de 35 km, cette quantité, cette concentration d'ozone diminuera. Il va tendre vers le 2, là, c'est le 2 ppm, c'est-à-dire partie par 1000. On peut répondre comme suit à la question 1. La description de la distribution verticale de l'ozone. On dit là que entre la hauteur 12 km et 60 km, il y a variation de l'ozone à l'intérieur de la stratosphère. Donc entre 12 et 60 km de hauteur, il y a variation de l'ozone ou bien de la concentration de l'ozone. Entre ces deux valeurs, il y a variation dans la stratosphère. Point. On peut distinguer la phase d'augmentation entre 12 et 35 km. Cette concentration augmente de à peu près 0,5 ppm jusqu'à peu près 8 ppm à la hauteur de 30 à 35 km. Voilà le premier point.
Deuxième point, entre 35 km et à peu près, voilà, 60 km, cette concentration diminue progressivement de la valeur maximale qui a été 8 ppm, c'est-à-dire partie par 1000, il devient uniquement combien là? C'est à peu près 2 ppm à 60 km. Donc là, c'est une description de la variation ou bien de la distribution verticale de la zone dans la stratosphère. Après avoir répondu à la question A, on passe à la question B. Établissez cette fois-ci la relation entre la variation de la distribution de l'ozone et la pression atmosphérique. La relation avec la pression atmosphérique au niveau de la stratosphère en mettant en évidence la condition, en mettant en évidence les réactions dominantes. Les réactions dominantes. Voilà, cette fois-ci, je dois intervenir dans l'établissement de la relation, les deux documents, le document A, figure B, document 2, ainsi que le document 1 qui nous montre les réactions. Les réactions, on a la réaction de formation et la réaction de destruction. La remarque là, il est très essentiel, toujours les remarques, il faut faire attention. Ce sont les clés des nœuds qu'on vous propose dans les examens et dans les questions. La réaction dominante, c'est quoi? C'est soit qu'il y a formation, voilà, soit qu'il y a destruction. Destruction de l'ozone. Au niveau de la stratosphère, il y est à la pression, c'est-à-dire que le directeur ou bien l'orientateur de l'équilibre réactionnel, c'est la pression atmosphérique. C'est la pression atmosphérique qui gouverne la dominance des réactions, soit qu'il influe la formation, soit qu'il favorise, le mot le plus favorable, c'est que soit la pression atmosphérique favorise la formation, soit il favorise la destruction. Et là, on peut aller au document B. Le document B, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre deux étapes. Deux étapes. L'étape là, c'est entre, voilà, l'étape là, c'est entre 7 et 1000 dans la pression atmosphérique et la zone depuis le 0 vers le 7, on a la pression atmosphérique entre 0, 0, 1, c'est-à-dire proche de 0 et 7, et la pression entre 7 et 1000. On vous montre ici le point 35. À 35 km correspond à la pression 7. La pression 7, c'est le point de flexion de la courbe là, où il y a changement de la production de l'ozone. Là, on a une augmentation, c'est dans le domaine de faible altitude. Faible altitude, c'est entre 0 et 35, la pression elle est de 1000 à 7 hectopascales. Donc dans cette zone-là, où la pression est supérieure à 7, il y a
une réaction favorable de la production de l'ozone. Là et là. Par contre, dans la zone de haute altitude, c'est-à-dire entre 35 et 80 km, c'est-à-dire la zone verte là, je peux la représenter comme ça. Il correspond à la pression entre 7 et 0,07, c'est-à-dire lorsque la pression sera inférieure à 7, et là, la pression atmosphérique, là, il est supérieur à 7, pardon, PA supérieur à 7, et là, c'est l'inverse, c'est PA inférieur à 7. Cette zone-là, il correspond à la destruction. Par contre, cette zone-là, il correspond à la production et à la formation de l'ozone qui va augmenter. Donc la question établissait la relation entre la variation de distribution d'ozone et de la pression atmosphérique au niveau de la stratosphère en mettant en évidence les réactions dominantes. Réaction dominante, soit qu'il y ait production, soit qu'il y ait destruction. Donc à une pression qui est PA supérieure à 7, là, on a une augmentation de la production. Voilà. Et la production devient maximale lorsque le PA est égal à 7. Alors que lorsque le PA, c'est-à-dire la pression atmosphérique, diminue au-dessus de 7, on aura une diminution progressive de la concentration de l'ozone dans la stratosphère. Je peux écrire donc, pour le B, relation entre la variation de la distribution, entre la variation de la distribution et la pression atmosphérique. Je peux dire que entre 7 et 1000 hectopascales, il y a dominance de réaction de production d'ozone qui atteint son maximum à la pression 7 hectopascales correspondant à 35 km. Lorsque cette pression diminue sous 7 hectopascales, il tend vers 0 à la hauteur 80 km. La concentration de l'ozone diminue progressivement. On peut dire qu'il y a dominance des réactions de destruction d'ozone. Pour déterminer la relation entre la baisse de la quantité totale
d'ozone et la concentration de certains composés d'origine industrielle, c'est-à-dire les polluants, ou bien d'agriculture, des composés azotés, chlorés, bromés. Dans l'atmosphère, on propose le document numéro 3. Document numéro 3, c'est le suivant. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre la figure A et la figure B. Pour la figure A, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre la relation entre l'ozone, c'est-à-dire la concentration, et la quantité de monoxyde de chlore en fonction de la position par rapport au pôle sud de la Terre. Par contre, la figure B, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre normalement ce qu'on appelle un cycle catalytique de chlore, c'est-à-dire la régénération du chlore. Regardez là le chlore, il entre en relation avec le O3, il se transforme en ClO, puis le ClO réagit avec le O pour régénérer le Cl. On dit que c'est un cycle de chlore. La notion a dit, je vois qu'il doit être justifié. C'est un cycle de chlore là. Et là, c'est le cycle, c'est la destruction de l'ozone. C'est tout à fait d'accord. L'ozone se transforme en oxygène, donc il y a destruction. Et là, c'est la transformation du monoxyde d'oxygène, on dit oxygène. On dit oxygène. Et ça, ce sont les réactions qui peuvent se produire, soit le ClO, ce sont des réactifs, les deux produits-là, ClO plus O, qui donnent quoi? Comme, voilà, les réactifs, là, ce sont les produits. Là, ce sont les réactifs. Réactif, c'est quoi? C'est ClO plus O. Réactif, produit, c'est Cl plus O2. Cl plus O2, ce sont les produits de la réaction qui régénèrent le chlore. Pour la deuxième réaction, là, on a les deux réactifs. C'est Cl, voilà, je peux écrire là R, les réactifs. Cl, regardez le sens des flèches, plus l'ozone, ils vont se transformer en O2 plus l'oxyde de chlore, ou bien le monoxyde de chlore. Pour la question qui suit, voilà la figure A et la figure B. Figure B en vert, figure A en jaune. Et là, en vous basant sur le document numéro 3, décrivez la variation de la quantité de monoxyde de chlore et d'ozone dans l'atmosphère. Une description, une petite analyse qu'on peut décrire de la façon suivante. Voilà la question 2. La question numéro 2. Description. Voilà. Description. Description de quoi? De la variation. Variation de la quantité de monoxyde de chlore, qui est le ClO, et l'ozone, qui est le O3. On voit là, voilà la figure A, que aux alentours de 60 degrés S, on a une stabilité de l'ozone et une stabilité de monoxyde avec une concentration d'ozone assez élevée. Mais là, à un point quelconque là, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que l'augmentation de la ClO aux alentours de la valeur de 62 degrés sud, qu'est-ce qu'on voit? Une augmentation de la concentration du monoxyde de chlore.
qui sera suivi, regardez la variation en premier lieu, il sera suivi de la variation de l'ozone qui va diminuer. L'une augmente, l'autre diminue. C'est une relation inverse. Voilà. Lorsque là, ils sont inversement, on peut le dire, ils sont inversement proportionnels. Lorsque la quantité de ClO augmente, celle de l'ozone va diminuer. Et aux alentours de à peu près, on peut dire là, 67 degrés au sud, la quantité d'ozone va être stabilisée, de même que celle de la quantité de monoxyde de chlore, mais avec une quantité d'ozone qui est basse par rapport au départ et une quantité de ClO qui est élevée par rapport au départ. Donc je peux écrire comme étant comme analyse, voilà, avant, à peu près là, comme j'ai dit, 62 degrés au sud, la concentration d'ozone était élevée et stable par rapport à celle des ClO qui était aussi faible et stable. Mais à partir de 63 degrés sud, la concentration de ClO augmente et celle de O3 diminue et ces deux concentrations vont se stabiliser, se stabiliser après 65 ou bien 67 degrés S avec une concentration de ClO cette fois-ci supérieure à celle de O3. Voilà. C'est la description, c'est qu'ils ont une corrélation qui est, on peut même dire que le chlore influence la concentration de l'ozone. Question suivante. Montrer la dangerosité du chlore sur l'ozone stratosphérique. Quel est le danger de la quantité de chlore sur l'ozone? Pour cela, je vais exploiter le document B. Le document B, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que le chlore peut détruire l'ozone suivant une réaction Cl plus O3 donne ClO plus O2. Donc, je peux écrire comme question 2, cette fois-ci B, le chlore détruit l'ozone suivant la réaction
de destruction suivante. Qu'est-ce que cette réaction? C'est que le Cl plus le O3 donne ClO plus O2. Et le danger résulte dans la régénération du Cl. C'est que le ClO peut, en présence de monoxyde, donne ou bien régénérer le chlore libre avec le O2. Et ce chlore régénéré peut intervenir dans une autre réaction avec une autre molécule d'ozone qui peut être transformée en oxygène sans arrêt. C'est-à-dire une petite quantité de chlore peut détruire une infinité de molécules d'ozone. Et c'est ça le danger. Dans le but d'éliminer progressivement la production de substances qui détruisent la couche d'ozone, l'accord de Copenhague en 1992 a recommandé l'abandonnement complet des composés CFC, vu leur danger d'utilisation. Le document 4 montre la variation de la quantité de CFC dans la stratosphère de la région de Wallonie après l'application de cet accord. Voilà, cette région peut montrer l'efficacité de l'abondement. Les pays producteurs et utilisateurs de CFC ont ratifié cet accord, c'est-à-dire l'accord, ils ont décidé de mettre sur le marché des produits de remplacement. Donc, ils ont décidé de remplacer le produit CFC par un autre qui est moins, ou bien des autres qui sont moins nocifs. Voilà la suite. Le document 5 présente la durée de vie de 3 composés dans l'atmosphère et leur capacité de destruction de l'ozone. Voilà, ils ont comparé l'action de CFC et celle de HCFC et celle de HFC. Le document 4 présente la variation de l'émission de CFC en fonction des années. Et le document 5 représente la durée de vie en années et la capacité de destruction. D'ozone en unité arbitraire. Le CFC correspond à une unité de destruction. Par contre, les deux éléments-là, le HFC, c'est 0 destruction, et le HCFC, c'est 0,01. La durée de vie, on a 28 années, et là, c'est seulement 1,6. Alors que pour le CFC, c'est 100 années. La question
Tout simplement en vous basant sur le document 4 et 5, exprimez votre opinion sur l'efficacité de la décision prise par les pays producteurs de CFC. Justifiez votre réponse. Voilà la réponse à la question 3. Le document 4 montre une diminution de la quantité de CFC émise et cela est une décision efficace vu que son remplacement par le HFC et le HCFC qui ont une capacité de destruction d'ozone faible, voire nulle, et qui ont une durée de vie très inférieure à celle de CFC. Voilà, la vidéo tient à sa fin. Merci pour votre suivi et votre communication. J'attends toujours vos commentaires. Participez plus, adhérez à ma chaîne et au revoir à la prochaine.